voir l'ensemble des thématiques qu'on va aborder. Alors vu le timing, évidemment, on va pouvoir en aborder que 3 ou 4. Il va falloir faire des choix. C'est toujours compliqué de faire des choix. Alors le premier thème qu'on vous propose, c'est d'aborder le libre arbitre et la destinée. Le deuxième, ça sera matière noire, un trou noir au milieu de la Voie lactée. Donc ça, c'est une thématique, une actualité qui est sortie il y a 15 jours sur les médias. Après, troisième thème, des vidéos d'OVNI reconnues authentiques par l'armée américaine. Donc ça, c'est des vidéos qui ont été déclassifiées. Et effectivement, c'est assez impressionnant parce qu'on voit le... J'insiste sur celle-là parce que j'aimerais bien qu'on la traite. Mais on voit les pilotes qui commentent et qui ne savent pas ce qui se passe. C'est vraiment très impressionnant. Après, alors là, ça aussi, moi j'aime bien ce sujet, les coupeurs de feu. Alors je sais qu'on a des coupeurs de feu en plus dans la salle. Donc c'est vrai que si on peut avoir leur témoignage, ça serait très sympa. Et plus largement, les secrets des guérisseurs, on peut appréhender cette thématique de différentes façons. Ça aussi, sujet d'actualité, on a trouvé des biophotons. Alors les biophotons, on savait qu'on en avait dans le corps, mais là on en a trouvé en particulier quelque part. Dans le cerveau, en fait, on s'aperçoit que le cerveau émet des biophotons. Voilà. Et d'où on peut reprendre l'image ou l'archétype de nous sommes des êtres de lumière. Après, on a est-ce qu'on pourra un jour voyager dans le temps? Sous quelle forme? On en a parlé hier avec Alain, là je fais un petit teaser là d'ailleurs, on en a parlé hier avec Jocelyn et Alain. Et Alain a abordé le sujet de façon assez particulière. On verra si on pourra en parler tout à l'heure. Et puis le dernier, bon, c'est vu et revu, mais l'actualité est toujours là. Le secret des pyramides, est-ce qu'il y a des choses nouvelles là? Et on profite évidemment de la présence d'Alain. Pardon? Oui, c'est vrai qu'il en a parlé, donc peut-être que c'est là. Oui, c'est vrai. Donc, bon, on va partir qu'on est assez nombreux pour voter. Donc, on va le faire à la main levée, comme ça, visuellement, c'est quand même beaucoup plus facile d'estimer les thèmes qui sont choisis. Alors, l'idée, c'est. On va faire 3 thématiques, c'est ça? 2, 3. Donc, vous allez voter 3 fois. Si vous votez à chaque fois, évidemment, ça va être compliqué. Hein? Allez, on y va. Jocelyn, c'est toi qui es garant de l'exactitude du choix. Alors, pour le libre arbitre et destiné. On a quoi, une petite majorité? Une petite plus. Hein? Bon, c'est pas mal quand même. Après, matière noire, trou noir au milieu de la Voie lactée. On n'est pas arrivé, je crois. Un peu moins. La vidéo déclassée des États-Unis. Voilà, celle-là on l'a fait, c'est réglé. À toute objectivité, franchement. On commencera par celle-là d'ailleurs. On dira un petit mot sur tout. Hein. Après, alors les coupeurs de feu et leurs secrets. Ah ouais, ça c'est réglé, celle-là aussi. C'est bien. Les biophotons. Il y a beaucoup de monde sur les biophotons aussi. Après, un jour, est-ce qu'on pourra voyager dans le temps? Ah, celle-là, elle ne sera pas traitée. Et après, le secret des pyramides. Voilà, ouais, celle-là non plus. Donc, on va essayer de faire trou noir. Libre arbitre, on n'y était pas. Refaites-le sur le libre arbitre là. Donc on va faire le libre arbitre, matière noire, on est tous d'accord aussi, ça passe ça? Ouais, ok. Les vidéos déclassifiées, ça c'est réglé déjà. Les coupeurs de feu aussi, voilà. Et on essaiera de parler de biophotons, voilà.
On arrête là. Ah. Alors, on va appeler les deux autres conférences. Ouais. Donc je peux vous dire en préambule que le thème libre arbitre et destinée, on l'a traité dans un numéro du magazine Inexploré, qui n'est pas le numéro qui vient de sortir, c'est le numéro d'avant. Donc pour ceux qui sont abonnés, vous l'avez eu. Sinon c'est un numéro qu'on peut se procurer, j'imagine, sur le site internet. Hein. Mais ça a fait l'objet d'un dossier dans Inexploré. Et là, il y a un nouveau numéro qui vient de sortir, en revanche, sur les guérisons, les miracles, l'éveil qui guérit, etc. Donc c'est un autre dossier. Donc je vais attendre mes camarades quand même. Alors, quand même, pendant que vous êtes là, pour ceux qui auront le courage ou qui auront la possibilité d'aller au colloque de Lyon le 19 octobre, vous avez un code promo qui vous permet d'avoir une remise sur le tarif. Donc le colloque de Lyon, tout à l'heure il y avait des images, on aura Jean Stone, qui est philosophe des sciences, essayiste, etc. On aura Mario Beauregard, qui est un neuroscientifique québécois, qui fait un atelier le lendemain. On aura donc Dean Radin, dont j'ai parlé ce matin, qui sera en visioconférence et en interview qu'on a déjà enregistré. Et on aura Arnaud Rioux, qui est un chaman, initié chaman et spécialiste du chamanisme. Donc ça va être une belle journée de conférences que j'aurai le plaisir d'animer aussi. Donc Lyon, c'est un peu loin d'ici, enfin peut-être que certains d'entre vous sont plus près. Alors vous avez un code promo qui est simplement Hermetica. Avec le code promo Hermetica, vous avez une remise de 15 € sur le tarif, sur le billet, donc pour aller à Lyon le 19 octobre. Alors, si vous avez déjà payé, je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais voilà, c'était une offre de... Donc, il faut aller sur le site de Vertical Project. Vertical Project, ce sont les organisateurs du colloque de Lyon, qui va s'appeler Pour un monde plus conscient. Donc, vous devez trouver sur Google Pour un monde plus conscient, Vertical Project, le 19 octobre à Lyon. Voilà. Alors on va traiter les 5 premiers thèmes rapidement, plus ou moins rapidement. Donc Nicolas, si tu veux réagir sur un thème ou tous, c'est comme tu veux, si tu estimes que tu as des choses à dire. Donc on va commencer par le libre arbitre et la notion de destinée. Est-ce que ce sont des notions qui sont compatibles ou pas? On va peut-être attendre Alain, parce que je ne sais pas si Alain veut réagir là-dessus. Oui, alors tout le monde est un peu fatigué, c'est vrai que la salle s'est clairsemée, c'est normal. C'est bien, c'est les plus vaillants qui restent. Voilà. Jocelyn. Donc, Alain, si tu veux réagir, Alain, si tu veux réagir ou pas sur un thème, tu décides. Il n'y a pas d'obligation. On n'a pas forcément des choses à dire sur tout. Alors, le libre arbitre, la destinée, donc, moi je l'ai traité dans Inexploré, comme je vous le disais. C'est vrai que c'est des notions qui semblent contradictoires. Comment est-ce qu'on peut avoir à la fois la liberté de choix, le libre arbitre, et un destin, un chemin de vie qui serait tracé, ça semble contradictoire. Donc il faut savoir quand même qu'en philosophie, la notion de libre arbitre, elle vient de Saint-Augustin, qui a inventé, on peut dire, la notion de libre arbitre. Avant lui, ça n'existait pas sous cette forme-là en tout cas, pour dédouaner en fait Dieu de la responsabilité de l'existence du mal. Voilà d'où vient le libre arbitre. Saint-Augustin a dit: Dieu n'est pas responsable du mal parce que l'être humain a la liberté de faire des choix et son libre arbitre est voilà la raison pour laquelle le mal existe dans le monde. Donc c'était dans le but d'excuser Dieu de l'existence du mal. C'est de là que vient la notion de libre arbitre en philosophie, en théologie, si vous voulez. Moi, juste, je vais dire 2 mots là-dessus parce que c'est assez simple en fait. Je pense que les 2 notions sont compatibles dès l'instant où on accepte
justement l'idée que nous sommes plus que ce que nous croyons être, nous sommes plus qu'un corps et un ego, un mental. Nous sommes un être, une émanation d'une conscience universelle, par exemple, on peut dire des choses comme ça. Et que dès l'instant où on accepte notre condition d'être humain, qui est d'être aussi un être spirituel, hein, comme disait Teilhard de Chardin, un être spirituel qui vient vivre une expérience humaine, eh bien, nous avons effectivement un chemin de vie qui est relativement tracé, mais on a aussi une liberté avec cette marge de manœuvre-là. On ne peut pas être autre chose que ce que nous sommes. On ne peut pas avoir une autre nature que celle que l'on a par notre naissance, par notre existence, qui est une donnée fondamentale. Donc, de ce point de vue-là, en fait, quand on parle, notamment avec des enseignants de la non-dualité, qui parlent d'éveil spirituel, etc., ils vous disent que quand on accepte pleinement sa nature spirituelle, divine, la question du libre arbitre, en fait, elle disparaît d'elle-même, elle se dissout, elle n'a plus de sens. Voilà, je ne sais pas si ça parle, mais voilà. En tout cas, sinon, vous pouvez vous reporter au dossier que je vous ai indiqué. Qui veut réagir sur ce thème? Alors, juste avant, là je m'adresse à Nicolas. Quand on est sur le libre arbitre et la destinée, pour toi qui a cette caractéristique, est-ce que tu as eu un libre arbitre par rapport à ça? Est-ce que c'est ta destinée? Quel est ton regard sur ça? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'à un moment donné tu aurais pu tout stopper? C'était pas possible, c'était écrit comme ça? Quels sont tes choix à travers? Alors, quels sont mes choix? Pour moi, la destinée, je ne sais pas si... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir une destinée, enfin j'ai jamais eu cette impression-là. J'ai plutôt une impression de liberté par rapport à ce qui peut se passer, enfin plus exactement à la façon dont je peux interpréter ce qui se passe et à la façon de vivre ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est une espèce de grand dessein qui m'a conduit sur cette voie et qui m'a guidé vers toutes ces expériences. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, je les ai pas refusées. Je n'ai jamais refusé les expériences qui se présentaient. Et ça a été là mon choix, mon libre arbitre, ça a été de dire « Ok, j'accepte ce qui arrive ». Et je continue à le faire avec toutes les nouvelles choses que je peux vivre et tous les recoins de la conscience que je peux explorer. J'entends souvent des personnes me dire que justement, oui, c'est ma destinée, c'est une destinée, c'est quoi que ce soit. J'aime pas trop qu'on me dise ça, parce que j'aime bien avoir l'impression d'avoir mon libre arbitre. Voilà. Disons que, individuellement parlant, je me sens libre. Après, dans la globalité, probablement qu'il y a quelque chose, peut-être, ou pas. Alain, est-ce que sur le libre arbitre, la destinée, C'est un thème pas très facile. Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux. Dans notre vie courante, on a quand même l'occasion de choisir et justement, l'exemple que tu donnes, Nicolas, j'ai choisi, tu pouvais dire non à l'expérience, j'ai dit oui. Moi, je crois que c'est ça qu'on a toujours le libre arbitre pour ça, dans ce cycle de vie que nous traversons. Et je pense que la destinée, c'est comme une inspiration. C'est-à-dire que notre destinée, c'est d'être, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est de restaurer notre être divin intérieur. Et donc, on a des impulsions, des occasions qui nous sont présentées à chaque fois, peut-être des synchronicités, mais c'est pas que des synchronicités, ça peut être des impulsions qui nous viennent profondément de notre corps,
au bout de nos sentiments, mais et qui nous indique une voie qui serait favorable pour nous, pour restituer toute la lumière en nous. Mais on a toujours le choix de dire tiens, je ne regarde pas, je contrôle ces impulsions, je refuse. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui comme on appelle le fils prodigue dans la Bible. Le fils prodigue, c'est celui qui a dilapidé au lieu d'obéir tout de suite à l'appel du divin. Et il a été faire la grande vie, dilapider sa richesse, ce qui n'est pas forcément sa richesse en argent, en matière, mais sa richesse d'âme. Mais à un moment donné, il a eu envie de revenir à la maison. Et revenir à la maison, ça veut dire justement revenir sur la voie de la lumière. Et donc, lui, il a choisi ça. Et son frère, lui, il avait choisi la voie directe. Donc, je pense que dans la destinée, il y avait de revenir à la maison. Mais par contre, à chaque fois, on peut choisir sa voie. Alors, je dis qu'il y avait plusieurs niveaux, parce qu'il me semble qu'au niveau quotidien, là où on n'a pas le libre arbitre, c'est pas tellement à cause de la destinée, c'est parce qu'on est pas complètement, mais beaucoup mu par nos émotions, et nos complexes émotionnels, et tout ce qu'on n'a pas résolu, comme tiens, je suis pas assez aimé, on tient pas compte de moi, etc. Pour moi, c'est tous ces complexes émotionnels de sentiments qu'on peut dire sentiments négatifs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nocifs et qu'ils sont méprisables, mais ça veut dire qu'ils font encore partie de nos blessures, de notre ego, qui a à guérir et à dépasser. Et pour moi, c'est ça qui nous empêche d'être dans la liberté, vraiment. Oui, après ça pourrait faire un débat de 5 heures, hein, c'est sûr. On est conditionné par notre génétique, on est conditionné par notre éducation, on est conditionné par des traces transgénérationnelles, etc., etc. Donc tout ça fait qu'effectivement, on n'est pas complètement libre, puisque tout ça nous contraint finalement. Mais dans cet espace-là, on a la liberté quand même de faire le distinguo entre certaines valeurs, comme le bien et le mal, par exemple. Je pense que même les gens qui font le mal consciemment savent pertinemment qu'ils font le mal. Je veux dire, pour moi, un serial killer, il sait très bien qu'il est du côté noir, quoi. Donc voilà, je pense qu'après, c'est des choses qui résonnent en nous, et on sait où sont ces valeurs-là. Oui, disons que je parlais des émotions parce que c'est quelque chose sur lequel, surtout vous qui êtes là, donc vous êtes dans une certaine forme de conscience ou d'accès à une certaine forme de conscience, et donc c'est quelque chose sur lequel on peut agir facilement pour acquérir plus de libre arbitre, justement. Voilà, bien, oui. Très bien, donc on peut Merci, passer. messieurs. C'est juste des pistes de réflexion, bon voilà. On peut enchaîner, alors si vous voulez, Ouais, matière noire. Alors matière noire, bon, on a quand même un physicien avec nous qui va pouvoir nous dire des choses, et aussi avec un autre point de vue que son point de vue strictement scientifique, mais juste pour préciser les choses, on parle de matière noire, d'énergie noire, de trou noir. Il y a des gens qui confondent tout ça. Ces trois choses n'ont rien à voir entre elles, hein, pour ainsi dire. Hein. La matière noire et l'énergie noire sont deux formes qui sont des théories en fait qu'on appelle ad hoc, c'est-à-dire que ça vient compenser le fait qu'il y a une masse manquante dans l'univers, et ça représente 95% de la masse de l'univers. Donc 70% est représenté par de l'énergie noire et 25% par de la matière noire. Et donc le monde physique, tel qu'on l'observe, ce n'est que 5% de la masse de l'univers. Donc vous voyez que tout le reste, c'est inconnu. Ça s'appelle noir parce que ça ne rayonne pas, ça n'émet pas de lumière, donc on ne peut pas le voir. Donc matière et énergie noire sont des inventions, en fait, sont des hypothèses pour expliquer la notion de masse manquante dans l'univers. Et matière noire et énergie noire sont différentes. Il y en a une qui correspond
au mouvement des galaxies. On ne comprend pas pourquoi les galaxies qui ont un mouvement spiralé ne partent pas, en fait, ne s'éclatent pas complètement. Donc on a postulé qu'il y avait de la matière invisible qui les contenait, qui les retenait. Ça explique que les galaxies restent sous forme d'objets. Et l'énergie noire, c'est par rapport à l'expansion de l'univers. On s'aperçoit que la vitesse de l'expansion de l'univers accélère. Et donc ça, on suppose qu'il y a une énergie qui est à l'origine de cette accélération de l'expansion de l'univers. Donc voilà d'où viennent ces deux théories. Alors un trou noir, c'est autre chose. Un trou noir, c'est un objet cosmique qui ne s'observe pas, qui s'observe aussi par défaut, parce qu'il n'émet pas de lumière, il n'émet rien, sauf quelques particules, peut-être on va nous parler Alain. En tout cas, on l'appelle aussi trou noir parce que même la lumière ne peut pas en sortir. Et le trou noir, c'est un objet au sein duquel il y a une force de gravitation colossale. Ça vient d'anciennes étoiles ou de choses comme ça, d'objets comme ça, qui se sont effondrés sur eux-mêmes. Et il y a une telle force de gravitation que toute la matière qui se trouve autour est absorbée dedans. Et voilà, et on dit que rien ne peut en sortir. Alors, il y en aurait au centre de la galaxie, il y en aurait au centre de la Voie lactée, il y en aurait au centre de toutes les galaxies. Tout ça, c'est des hypothèses, parce que comme de toute façon on ne peut pas le voir, on peut spéculer à l'infini sur ce que c'est le trou noir. Hein. Alors Nicolas, il a des lumières là-dessus aussi, dont il a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, juste pour vous parler de Philippe Guillemont en deux mots, Philippe Guillemont, il a une théorie dans laquelle, dans le trou noir, il y a un flux d'informations qui va rejaillir finalement dans un trou blanc, et ça recycle l'information comme ça sous la forme d'une espèce d'œuf cosmique, si vous voulez. Et voilà, le trou noir absorbe de l'information dans un sens du temps et le trou blanc la rejette dans un autre sens du temps, etc. Donc on peut imaginer tout un tas de choses autour de ces objets étranges. Il faut que je réagisse à ça. Tu n'es pas obligé, mais... Non, parce que j'ai un blanc dans ma mémoire. Non, je suis d'accord avec toi. Comment dire d'abord, moi, j'ai été scientifique, mais ça fait déjà 15 ans que j'ai quitté la science, du moins la science que je pratiquais dans un laboratoire au CNRS, et je travaillais sur la cristallisation des matières plastiques, ce qui ne me faisait pas trop regarder vers les trous noirs, mais donc c'est un petit peu ma culture personnelle qui m'a fait lire certaines choses. Mais je crois ça me donne l'occasion en science de faire la distinction de ce que c'est qu'un modèle et les observations et les modèles qu'on tire des observations, parce que souvent les journalistes, mais même les scientifiques qui exposent dans les médias, ils exposent les modèles qui sont des interprétations des observations comme si c'était des faits. C'est-à-dire que Jocelyn a employé le mot ad hoc, ça veut dire que c'est un modèle qui a été construit pour rendre compte d'une observation qu'on ne comprenait pas autrement. C'est-à-dire qu'il y avait des objets, alors je ne sais plus exactement, des galaxies qui allaient plus vite que ce qu'aurait prévu la gravité de Newton, etc. Donc, et dans la science, il y a des dogmes. La gravité de Newton, il ne faut pas la toucher. La vitesse de la lumière d'Einstein, il ne faut pas la toucher. C'est des a priori. Donc c'est une position anti-scientifique. Mais comme on ne veut pas la toucher, on est obligé d'inventer des choses. Et donc on a inventé d'abord la matière noire, effectivement, pour rendre compte de certaines choses. Après, ça ne suffisait pas, donc on a inventé l'énergie noire pour rendre compte d'autres choses. Et donc ça semble marcher comme modèle, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres modèles possibles. Par exemple, en modifiant la gravité de Newton quelque part, je ne sais pas. Ça reste un modèle et il n'y a pas d'observation vraiment. Il y a bien ces ondes gravitationnelles qu'on essaie de voir, mais qui sont très controversées. Je veux dire, j'ai reçu des critiques de scientifiques qui ne sont pas du tout d'accord. C'est comme si quand on veut démontrer quelque chose, on finit toujours par créer l'événement, par la pensée. Alors, ceci dit, sur un plan spirituel,
il y a une énergie noire. C'est peut-être pas la même énergie noire que celle qui a été définie avec une certaine masse, mais c'est sûr que l'univers est rempli d'une substance, de quelque chose qui reste encore à définir et qui est au-delà de l'électromagnétisme. Ouais, juste un mot pour compléter, parce que c'est vrai qu'il y a une théorie qui vient de sortir, comme quoi justement, peut-être que les trous noirs seraient des réserves de matière noire, et ça permettrait d'expliquer tout ça, justement cette notion de masse manquante. Il y a d'autres modèles, on a parlé un peu de Nassim Haramein aussi ce matin. Nassim Haramein, il propose qu'il y ait des trous noirs, des micro-trous noirs dans le noyau des protons, je crois, et que ça forme un réseau, voilà, et que tout l'univers est relié par ces micro-trous noirs. Donc vous voyez, il y a tout un tas de... On est vraiment dans le spéculatif, quoi. Encore qu'Haramein a produit des résultats, mais on est vraiment dans des modèles qui se cherchent et qui ne sont pas du tout compatibles les uns avec les autres. Oui, la théorie de Nassim Haramein est très étayée quand même, elle est solide. Hein. C'est un modèle, hein. Il part tout modèle part d'un postulat. Lui, il est parti de l'idée que l'univers est fait de petites cellules de la taille de la longueur de Planck. Donc c'est son modèle de base. À partir de là, il y a des choses qui sont très solides. Et c'est un modèle sur lequel se greffe la fleur de vie, Melchizedek et tout ça. C'est assez joli. Alors, Nicolas, t'as un truc à dire sur le trou noir? Alors, sur la matière noire et l'énergie noire, tout ce que je peux dire, c'est que lorsque je sors quand je fais des sorties dans le cosmos, il n'y a pas de vide. En fait, cette notion de vide, justement, qu'on peut avoir quand on observe le ciel, l'espace entre les étoiles et les galaxies, etc. Lorsque j'y suis, c'est plein, il y a quelque chose. Et ça a une couleur. Ça a une couleur, mais une couleur que je ne peux pas nommer parce que c'est une couleur que mon cerveau ne comprend pas. Donc pour moi, en fait, la matière noire, on donne ce nom à cette espèce de chose qui maintient, entre guillemets, l'univers, qui fait partie de cet univers, cette espèce de respiration, en fait, si on veut dire ça comme ça. Après, concernant les trous noirs, ça m'est arrivé de voyager toujours là-haut et de voir, d'observer et d'être, quand je sors de mon corps, je suis la chose, et d'être le trou noir. Et dans ce cas-là, c'est un peu comme une sensation d'être un tout, mais dans un point. C'est un peu comme, c'est assez particulier. Je dirais que moi, mon idée, c'est que le trou noir, outre le fait que ce soit de la matière agglomérée, tellement agglomérée qu'il distord l'espace-temps, il y a une autre notion derrière, une notion d'information. Est-ce que tu disais sur ce que notre ami Philippe Guillemont peut dire par rapport à ces réserves d'information? Je pense qu'effectivement, le trou noir a quelque chose de l'ordre de l'informationnel qui est plus condensé que le reste des étoiles, etc. D'accord. Est-ce que tu as vu le film Interstellar? Alors oui, j'ai vu le film Interstellar. Alors j'avoue que la vision qui peut en être donnée du trou noir, de l'horizon des événements du trou noir, ça se rapproche à peu près de ce que j'ai pu voir, en moins détaillé, on va dire, moins immense. Après, j'avoue que j'ai rien compris ce qui se passait quand lui il est passé dans ce machin. Moi, je me suis pas retrouvé derrière une bibliothèque à pousser des livres ou à modifier des raies de poussière. L'idée dans Interstellar, c'est que quand on rentre dans le trou noir, en fait, il n'y a plus de temps. En fait, à l'approche du trou noir, l'espace est tellement déformé que le temps aussi se ralentit, jusqu'à arriver à ce qu'on appelle une singularité, et il n'y a plus de temps en fait, on est dans un non-temps. Et donc là, on est, d'après Guillemont et d'autres, on est dans le temps de la conscience, où en fait toute l'information est accessible, toute l'information de toutes les périodes. Donc ça reste un objet de spéculation métaphysique aussi, en tout cas le film, et je l'ai trouvé moi très beau. Mais oui, ça pourrait se rapprocher de ce que j'ai pressenti.
effectivement. Suivante. Vous savez, bah, là, je sais pas vous, mais je vous remercie pour... Donc, sur ces fameuses vidéos d'OVNI, donc ça c'est quand même un élément majeur parce qu'effectivement le dossier OVNI n'est pas pris au sérieux officiellement par les autorités scientifiques, tout ce qui est recherche et tout ça. Par contre, on se doute que les militaires, eux, le prennent au sérieux depuis longtemps. Et là, on a l'aveu clair que, effectivement, des OVNI, des objets donc volants non identifiés, hein, sans préjuger de leur origine extraterrestre ou autre, des OVNI ont été filmés, suivis par des chasseurs, des avions américains, avec du matériel de très haute qualité pour pouvoir les filmer en infrarouge, etc., etc., et que ces objets montrent des comportements qui ne sont pas du tout compatibles avec ce que nous on est capable de faire au plan terrestre en termes d'aéronefs, etc. Donc c'est très important qu'effectivement il y a eu ces fuites, parce que c'est une fuite, à la base c'est pas des vidéos déclassifiées, c'est des vidéos qui ont fuité, et que la Navy a fini par authentifier en disant oui, ce sont effectivement des vidéos qui viennent de chez nous, et ça a été plus loin parce que les pilotes ont été interviewés. Et on a appris aussi que en fait, le Pentagone avait financé pendant 15 ans un programme de recherche qui était plus ou moins clandestin, occulte, quoi, mais pendant lequel justement ils travaillaient en fait sur ces objets, comme nous en France on a notre service, le GEPAN, qui dépend du CNES, etc., qui s'intéresse à ça, mais dont le but est plus de cacher les choses en fait que de les révéler, quoi. Donc forcément, comme ces objets sont une menace potentielle pour notre espace aérien, etc., et que nous, on a du mal à raisonner autrement qu'en termes de menaces, il y a eu un programme pour surveiller tous ces objets-là, qui s'appelait d'ailleurs un programme d'identification des menaces aérospatiales, etc., donc avec un sigle en anglais. Et ce programme a été dirigé par quelqu'un qui aujourd'hui travaille dans le privé, avec des entreprises privées, qui, elles, auraient en plus entre leurs mains des objets qui auraient été récupérés de crash d'OVNI, et qu'à partir de ces objets, ils font ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'ils essaient de comprendre quelle est l'origine de ces matériaux, quelle est la technologie qui est derrière, etc. Et donc après, il y a tout un fantasme sur le fait qu'ils auraient déjà des appareils secrets issus de cette technologie, ça, on n'en sait rien. Mais on est clairement dans une étape importante de ce qu'on peut appeler la divulgation, dans le sens où là, les militaires ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas d'éléments tangibles, ne serait-ce que des images, sur lesquelles travailler. Alors la difficulté, c'est qu'effectivement, ça reste circonscrit au domaine militaire, parce que c'est trop sensible. Et pour qu'il y ait de la recherche là-dessus, que ça passe dans le monde scientifique, c'est très très compliqué. Alors là, ou alors c'est des chercheurs qui font eux-mêmes partie du domaine militaire, quoi. Et donc c'est des choses qui ne sortent pas dans le grand public, malheureusement. Voilà, donc il y a plein de films, de documentaires qui parlent de ça. Il y en a qui vont sortir, il y en a qui sont en train d'être tournés. Il va y avoir j'ai un ami qui vient de faire un documentaire qui va passer sur Planète très bientôt et qui va parler de ça spécifiquement. Je vous invite à le surveiller. C'est un dossier qui est quand même qui bouge, quoi, parce qu'on le savait, on savait que les militaires le savaient, et là aujourd'hui c'est une reconnaissance officielle de la part du gouvernement américain qui a toujours nié avoir de telles informations, quoi. Monsieur, alors évidemment tu vas dans le cosmos de la conscience. Est-ce qu'il y a, à part Nicolas, Fraisse, il y a d'autres personnes là-haut? T'as croisé personne? Je sais pas. T'as un truc à nous dire? Non, je veux pas te forcer la main surtout, mais si t'as vu quelque chose, dis-le nous, quoi. On passe à la question suivante, là? Voilà. Donc, les coupeurs de feu. Donc, commentaire en privé, si vous voulez savoir. On va les coupeurs de feu, là, il y a plein de choses à dire. C'est intéressant aussi qu'il y ait une espèce de reconnaissance de l'action des guérisseurs, des coupeurs de feu, parce que il y a plein d'hôpitaux qui ont reconnu qu'ils avaient des listes de coupeurs de feu auxquels ils faisaient appel dans des circonstances bien précises, des brûlures, mais pas seulement ça, les effets aussi des radiothérapies, hein, les effets des rayons, qui provoquent aussi des brûlures, donc ils font appel à des coupeurs de feu. Donc pendant très longtemps ça se pratiquait, mais c'était pas du tout reconnu, et aujourd'hui c'est pareil, il y a eu des articles, moi j'en ai fait, il y a eu des documentaires, il y a eu des reportages télé, etc., où des chefs de service de cancérologie, etc., reconnaissent qu'ils font appel à des coupeurs de feu, et que c'est
efficace. Alors comment ça marche, ça c'est une autre question. Pour moi c'est le lien entre la conscience, l'énergie, la matière, voilà. Donc, mais on ne sait pas, on n'a pas vraiment d'hypothèse, on n'a pas de théorie pour expliquer comment ça marche, mais en tout cas l'action est reconnue, l'effet est reconnu. Il y a eu des thèses de médecine, des thèses doctorales de médecine aussi qui ont étudié ça, et donc on voit que cette pratique-là, elle est répandue partout, hein, dans toute la France et dans tous les pays. Les guérisseurs sont nos chamans à nous, etc. Donc c'est bien qu'il y ait une reconnaissance de cette réalité-là, même si on ne sait pas comment l'expliquer, parce que c'est vrai qu'en France, tant qu'on ne sait pas expliquer un phénomène, on a tendance à dire que ça n'existe pas. Là où les Américains, justement, sont plus pragmatiques, disons. Et donc aujourd'hui, en France, on gagne un peu en pragmatisme à reconnaître l'efficacité de ces pratiques. Donc guérisseur au sens large, mais surtout coupeur de feu, parce que c'est ce qu'il y a de plus spectaculaire en réalité. Mais c'est valable pour l'ensemble de l'action des guérisseurs finalement. Alors c'est intéressant parce que ça fonctionne aussi avec, comme tu disais tout à l'heure, une prière, un secret, et une notion de transmettre un secret de génération en génération. C'est pas forcément un don, ils ne le définissent pas eux-mêmes comme un don. C'est plus quelque chose qui se transmet comme effectivement une prière, donc qui met en jeu des énergies dans le monde subtil. Enfin voilà, là je laisse la parole quand même à vous deux, parce que vous avez une pratique tous les deux aussi des soins énergétiques. Donc ça se rapproche quand même de ça, j'imagine. Oui, alors coupeur de feu, oui, effectivement, il y a une notion de prière dans beaucoup de cas. Disons que ça a été longtemps une propagation d'un savoir de père en fils, ou voilà, via une prière, mais maintenant, c'est vrai que coupeur de feu, il y a un peu de tout. Nous, à l'hôpital, aux différents hôpitaux où je travaille, dans les cliniques aussi, c'est de notoriété qu'ils font appel à eux, les médecins font appel à eux. Et donc, du coup, à moi aussi, en tant qu'infirmier, vu que je fais des petits trucs avec mes mains aussi. Fais des petits trucs avec tes mains? Ouais. Des petits soins énergétiques, on appelle ça. Et donc voilà, donc maintenant c'est vrai que quand je vais dans les hôpitaux, ils le savent, et puis ils me disent tiens, fais ça sur lui, ou ici sur ça, ou tiens, je vais faire un bobo. Donc c'est intéressant. Après, comment est-ce que ça fonctionne? Je sais pas. Disons que c'est pareil, l'intention, plutôt le lâcher prise. En fait, j'ai l'impression que plus on lâche, moins on veut, mieux on y arrive. Et laisser se laisser. Enfin, moi, je me laisse complètement guidée par mes mains, parce qu'elles font ce qu'elles veulent, et puis généralement ça marche. Alors, ce qui est fou dans le cas des coupeurs de feu, c'est qu'ils agissent à distance aussi. Ça, c'est reconnu aussi qu'au téléphone, un coupeur de feu va agir et faire cesser les pleurs d'un bébé qui est amené parce qu'il s'est brûlé gravement, etc. Donc on ne peut pas invoquer l'effet placebo, quoi, tout simplement. C'était ce que les sceptiques ont dit pendant des années, c'est un effet placebo. Dès qu'on te fait un truc, ça a l'air de te faire du bien, donc ça te fait du bien. Quand ça agit à distance sur des bébés et aussi sur des animaux, etc., l'effet placebo est plus recevable, quoi. Allez. Moi, je dirais que c'est plus sur un sens plus large, pas spécialement les coupeurs de feu, mais je veux dire tous les pouvoirs qui sont retrouvés actuellement. Bon, il y a toujours eu des gens qui les ont eus, mais bon, d'abord, le coupeur de feu, c'est une réalité, ça marche, mais je dirais que même si on n'explique pas scientifiquement, c'est pas grave. Ce qui est important, si je replace ça dans l'idée d'une restauration, ça veut dire que notre corps a été abaissé à une génétique qui fonctionne que partiellement, et que la restauration, c'est aussi retrouver cette génétique avec tous ces pouvoirs qui reviennent, mais qui sont liés à l'abandon de l'ego pour lui-même. Voilà, l'ego est toujours là pour conduire notre vie pratique, mais au service. Donc effectivement, même dans les prophéties, même dans la Bible, il est dit qu'on va recevoir les dons du Saint-Esprit. Et donc la télépathie, etc.
Et je pense que parmi ça, il y a aussi l'idée que je peux, par la pensée, matérialiser un objet ou un liquide, etc. Donc il y a tout un ensemble de dons qui vont être retrouvés de plus en plus. Il y a d'ailleurs, en Russie, ça a été très étudié, puisqu'il y a des écoles pour des enfants qui étaient très doués pour ça, pour la vision à distance, entre autres, mais pour plein de choses aussi. Et donc, pour moi, ça fait partie de ça. Donc, je dirais que pour moi, qui ai été scientifique, il est plus temps de ça, comment on dit, de pleurnicher sur la science, et tant pis si elle ne comprend pas. On passe et on avance, je dirais. Est-ce que, tout à l'heure, je demandais s'il y avait des coupeurs de feu dans la salle, est-ce qu'ils sont partis déjà? Vous voulez garder leur secret? On en a... La dame là, oui. Vous voulez peut-être nous... Alors, savoir comment ça se passe, vous connaître un peu votre histoire. Alors, évidemment, on ne pourra pas faire toute votre bio, mais est-ce que ça a été donné par votre... voilà, donc est-ce que ça non plus peut-être révéler certaines choses, ou c'est vous qui décidez? Non, merci. D'ailleurs, merci pour me permettre de m'exprimer. Là, quand vous disiez qu'il faut laisser la science, oui, mais la science met des bâtons dans les roues. En France, on est très très à la traîne. Et moi, je suis guérisseuse, pas simplement le feu. Et je suis aussi médium, d'accord? Donc, comment ça marche? Je ne sais pas. Parce que je pense qu'à force de trop vouloir réfléchir, savoir comment ça marche, on se perd un peu dans les choses. Mais pour moi, c'est simplement qu'on a une information source. Et que quand je mets mes mains, alors vous parlez de la vitesse de la lumière, Einstein, quand on guérit à distance, moi ça me fait rire. L'énergie, elle ne va pas de là à Lyon, ou de là en Australie, où l'énergie c'est instantané. C'est parce qu'on ne passe pas par la 3D. On parlait de la 4G, de la 5G. Pour moi, ça passe à un autre niveau. On est hors de la dualité. J'ai envie de dire, on est dans la trialité. C'est manifesté instantanément oui. Ailleurs sans qu'il y ait un trajet. Et non, parce que sinon, il y aurait des déperditions. Et c'est pour ça. Alors, vous parliez des ondes qui sont controversées. Mais si c'était le magnétisme qui s'en allait comme ça, bah, le temps d'arriver, il n'y avait plus rien. Donc je pense que pour moi, c'est réinitialiser. On met l'information. La prière, il y en a besoin ou pas. Moi, je préfère dire que je suis une guérisseuse du 21e siècle, où, j'essaye d'être un peu plus pragmatique et de moins m'encombrer de tout ce qui était, pardonnez-moi, peut-être des gris-gris, des machins, des trucs, tout ça, qui n'ont que la croyance, que le pouvoir qu'on veut bien leur donner. Je pense que au-delà de la médecine traditionnelle, au-delà de la médecine énergétique, je pense que l'avenir, c'est l'information. C'est ce que dit Bruce Lipton, d'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui. Et moi, ce que je fais, c'est simplement, quand je mets les mains sur les gens, j'imagine qu'ils n'ont rien du tout, qu'ils n'ont rien, en fait, qu'ils ne sont pas brûlés, qu'ils ne sont pas malades, et puis voilà, c'est comme ça. Mais savoir comment ça fonctionne, je ne sais pas. Mais c'est pas un don qui se transmet forcément, parce que je pense qu'on l'a tous. Et c'est pas un truc non plus, des fois j'entends dire « Ah mais si vous le donnez, vous l'aurez plus ». Non, tout ça c'est des vieux trucs. Je pense que là aussi, il faut passer la vitesse supérieure. Mais permettre aux guérisseurs de s'exprimer, et ce que j'ai ressenti jusqu'à présent, c'est que ça dépend des régions, mais moi je viens de Bordeaux, et que là-bas les toubibs se mettent en concurrence. On est des concurrents. Il y a beaucoup d'ego, et que si on réussit là où eux ne réussissent pas, eh ben c'est pas bien. C'est tout. Donc merci d'œuvrer pour redonner aux guérisseurs leur place. Merci. Oui, il y a encore du chemin à faire, évidemment. C'est intéressant ce que vous dites sur le fait que certains éléments de folklore sont abandonnés, en fait. Ça dépend, oui, mais on peut pratiquer autrement aussi. Alors, on a un autre témoignage là-haut ? Ouais. Mais c'est notre gagnante, en plus, non? Ah ben oui.
Bah, tu mériteras ta place alors, Nico. Merci pour tout. Donc alors, moi je coupe le feu, mais plus pour ma famille, donc plutôt pour ma fille. Je lui guéris la fièvre et les otites, principalement. Donc moi je tiens à dire que c'est principalement mes mains, donc l'énergie qui passe. Et après je fais aussi des prières, le signe de croix, donc, sur le front si elle a la fièvre. Voilà. Après, pour par exemple guérir le ventre pour un nourrisson, je m'imagine un fil de lumière qui passe de mon ventre jusqu'au sien. Et donc j'ai réussi à calmer ma nièce justement des coliques du nourrisson grâce à ça. Voilà, donc après c'est selon les personnes, moi je sais que je fais un tout en fait. Prière, énergie des mains et signe de croix. Non, je le fais de moi-même. Oui. C'est jeune, c'est bien ça. La nouvelle génération est prête. D'ailleurs, elle a beaucoup de choses à nous apprendre, je pense, à la nouvelle génération. Alors, on continue? Oui, ben, les biophotons. Alors, un autre témoignage. Le dernier. Et finalement, il y a plein de coupeurs, de barreurs de feu. C'est ça. Ah ouais, alors là, du coup, tout le monde se réveille. Oui, merci. Moi, ça va être très rapide. Je voulais simplement vous inviter à lire le livre de Martin Brofman, et qui va vous permettre de voir que nous avons tous les pouvoirs, puisqu'il faut employer ce terme, mais nous avons tous la possibilité de nous relier et de faire. Voilà. Donc, alors, Martin Portman. Brofman, B-R-O-F-M-A-N. La guérison. Dernier, en plus, on la connaît. Moi, je suis praticienne Reiki et je voulais juste préciser, au-delà que je rejoins un petit peu tout le monde, je crois que c'est pas tellement la prière, il y a juste un abandon de soi, on est quand même au service des autres et c'est des connexions de cœur, ce que j'appellerais moi. Bien sûr, on travaille avec l'énergie universelle, on a des codes, des initiations et je la rejoins, tout le monde a la possibilité de le faire, il y en a qui l'exploitent, d'autres pas. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir l'efficacité illimitée, je dirais même moi, sur beaucoup de choses. Moi, je collabore beaucoup avec des médecins, et c'est ce que je recherche. Et cette non-concurrence, j'essaie de prendre un petit peu cette non-concurrence, de dire voilà, où la médecine, elle échoue un petit peu, ben nous, on y arrive. On peut accompagner les personnes qui ont des cancers sur des opérations. On se rend compte vraiment de choses assez spectaculaires, que ce soit le feu ou autre. Et au-delà de ça, ce que je trouve intéressant moi pour le Reiki, c'est qu'on va plus loin que ça, c'est vraiment un outil d'évolution et de prise de conscience. C'est pas un simple soin bien-être, consultant, etc. On va vraiment au fin fond de la cellule, en réparation, beaucoup de choses. Et j'invite les personnes, alors pas forcément de venir me voir, hein, mais de vous intéresser vraiment au Reiki et à ce qu'est vraiment le Reiki. Alors, c'est le Reiki comme ça serait d'autres énergies, hein, mais c'est vraiment, je pense, une énergie universelle. Voilà, il n'y a pas de... Je crois pas, c'est vraiment fait avec le cœur et surtout en bienveillance. Voilà, beaucoup d'intention de bienveillance. Voilà ce que je dirais. Merci. Bien, bah oui, quelques mots sur les biophotons. Moi, juste pour dire que les biophotons, donc, sont des photons qui sont émis, donc des particules de lumière, qui sont émis par la matière vivante. Donc là, il vient d'y avoir un article qui, par exemple, dit qu'il y a toutes les zones du cerveau, finalement, qui émettent des biophotons. On s'en était pas aperçu avant. Et que peut-être que ça pourrait constituer une espèce de champ autour du cerveau qui serait, du coup, le support de la conscience ou ce genre de choses. Donc c'est pareil, on est vraiment dans la spéculation. Mais en tout cas, la matière vivante émet de la lumière. Ça, c'est démontré. Et ensuite, effectivement, on peut aller plus loin dans la cellule pour... étudier le fait que cette lumière, c'est biophotons, et en fait ils sont émis par l'ADN, n'est-ce pas là? Oui, j'ai toute une conférence sur le sujet, donc là vous en avez encore pour 1h30. Le professeur Boudet.
Et sinon, j'ai écrit tout un article sur ça, sur les biophotons et l'ADN électromagnétique. Alors, parce que déjà un photon, donc c'est de la lumière, en gros, surtout les biophotons, c'est surtout dans le domaine de la lumière. Et il y a un Allemand qui a beaucoup étudié ça, c'est Popp. Donc je vous invite à lire sur mon site, c'est gratuit, donc vous l'imprimez si vous ne voulez pas le faire sur l'écran. Et donc il y a les détails de ces recherches, mais il a montré, ça ne pouvait pas se faire avant parce qu'on n'avait pas les détecteurs nécessaires suffisamment sensibles, c'est ce qu'ils appellent la lumière ultra ténue, émis par tous les organismes vivants, les plantes, les animaux donc, et l'humain. Probablement aussi certains minéraux, mais là ça n'a pas été détecté comme ça et étudié. Donc restons-en aux organismes que nous savons vivants, etc. Et après, il a été plus loin et il a vu que donc ça crée un champ énergétique, un champ énergétique de biophotons autour du corps humain et des plantes, et qui est caractéristique de l'état de santé de la personne ou de la plante. Il pouvait dire, avec les biophotons, il pouvait dire si c'était une orange, par exemple, qui était cultivée en biologie ou pas. Et pour un organisme, un humain, de savoir s'il était en bonne santé ou pas. Et après, les études qu'il a fait, c'était de montrer que ces photons étaient stockés dans l'ADN. Entre les deux brins, vous savez, l'ADN, c'est une molécule, c'est une double molécule, donc elle est faite de deux brins, et c'est dans l'espace entre les deux brins que les photons étaient stockés. Et l'ADN est comme une antenne, donc elle pouvait aussi recevoir et pulser ces biophotons, et qui constituaient donc le champ général de l'organisme. Et Gariev a été plus loin, mais là je ne vais pas en parler, mais je vous incite à aller voir sur mon site. Il a dit que le véritable code génétique n'est pas dans la molécule d'ADN, mais dans le champ électromagnétique qu'elle produit. Et donc il a pu montrer qu'on pouvait transférer des informations d'un code génétique à un autre. Mais ça, c'est très complexe, c'est pour ça qu'il y a besoin de toute une conférence, parce que le code génétique n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas déterminé par le code génétique, mais par d'autres choses qu'il y a dans l'ADN, qu'on appelle l'épigénétique, et qui détermine si un code génétique s'exprime ou non. Et ça dépend de ce qu'on a vécu et de ce qu'ont vécu nos ancêtres. Qu'est-ce que tu fais dans les 2 prochaines années? Parce que je pense qu'on va te faire redescendre là. Qu'est-ce que tu fais dans les 2 prochaines années? Parce que je pense qu'on va te inviter pour parler de tout ça. Les prochaines années, je vais à la plage. Ça tombe bien, on n'est pas loin de là. Merci à toi. Super bien. Et Nicolas, t'en vois des êtres de lumière? Je sais pas. Le code, je voulais pas poser cette question. Je voulais pas poser cette question. C'est sorti tout seul. Par contre, on parle toujours des êtres de lumière avant qu'on ait ce regard scientifique. Mais il y a cette idée d'êtres de lumière qu'on voit dans pas mal de traditions. On peut faire un rapprochement. Est-ce que cette lumière, certains la voient, d'autres non. Malheureusement, moi je la vois pas, la lumière des autres. J'ai du mal à voir la mienne. Non, personne ne veut le dire. Peut-être. C'est comme ça. C'est moi qui ai le micro. Ok, Non, je ne m'exprimerai pas trop sur le sujet parce que c'est délicat pour moi, exactement comme la question numéro 3 sur les ovnis et autres choses comme ça. J'ai vécu des choses, j'ai vu des choses, oui, mais je ne m'exprime pas dessus parce que c'est pas encore bien clair dans ma tête. Donc, tant que ça ne l'est pas, je préfère ne pas m'exprimer sur ça.
Oui, je voulais apporter une précision, parce que si on parle de l'aura, on parle aussi d'effet Kirlian ou d'effet Korotkov, et c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, les biophotons, l'aura, c'est quelque chose qui est émis naturellement, alors que l'effet Kirlian, c'est émis, mais provoqué par une différence de potentiel. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais ça veut dire que c'est un phénomène différent, qui sert à faire des diagnostics, etc., etc. Donc, c'est juste une petite différence à savoir. On voit la richesse de nos intervenants quand même, là. Et les allons, on a un peu de temps encore, là. Quelle heure il est là? C'est quoi? C'est quart? Alors, allez, les pyramides on laisse tomber, mais voyage dans le temps. En plus, c'est ce que tu nous as dit hier, Alain, ce voyage dans le temps, on pourrait en faire profiter nos amis, non peut-être. Hein. Alors, est-ce qu'un jour on va pouvoir voyager? Le voyage dans le temps est théoriquement possible. C'est pas interdit par la théorie d'Einstein déjà. Donc après, est-ce que ça existe? C'est autre chose. Je dis que la relativité d'Einstein n'interdit pas le voyage dans le temps. C'est théoriquement possible. Oui, en plus la théorie d'Einstein, Einstein il n'a pas tout inventé, et il y a des gens qui vont plus loin, hein. Même Nassim Haramein il va plus loin, il y a des gens qui... Ah oui, mais attends, excuse-moi, mais Guillemot va plus loin aussi, parce que là, lui il dit que les ovnis par exemple peuvent être des objets qui viennent du futur. En l'occurrence, les ovnis pourraient être des objets qui voyagent dans le temps, et pas dans l'espace. Ils peuvent voyager dans l'espace et dans le temps, donc effectivement tout est ouvert. Non, moi je parlais tout à l'heure des dons de l'esprit, du Saint-Esprit ou de la nouvelle génétique. Je dirais que ça fait partie de ces dons, quoi. Je veux dire, il y a déjà des gens qui ont fait l'expérience de voyager dans le futur ou de voyager par la conscience ou même avec une machine. Ça existe déjà. Donc, la machine existe déjà. Généralement, c'est des gens qui ont fait ça de leur côté, qui ont été ensuite dénigrés, des choses ont été détruites, mais moi j'avais, bien sûr, on peut y croire ou pas, mais j'avais lu un rapport sur Internet de gens qui racontaient, c'était peut-être dans les années 50, peut-être, qu'ils utilisaient la grille énergétique magnétique, électromagnétique, pour faire fonctionner des machines. La grille, j'élargis un peu le sujet, mais je crois que c'est intéressant. La grille électromagnétique était aussi utilisée pour guider des objets volants dans le passé. C'est-à-dire que c'était comme un rail qui les nourrissait d'énergie et les dirigeait en même temps. Mais la grille électromagnétique fonctionne différemment en fonction de la configuration astronomique. Donc il y a des jours de lune ou de pleine lune, etc. Je ne sais pas exactement. Et c'était pareil pour cette machine que certains avaient construite dans une zone pas trop peuplée en Afrique, dans une ferme isolée. Et donc ils ont raconté qu'ils avaient effectivement voyagé dans le temps, c'est-à-dire qu'ils restent sur place et puis ils se retrouvent à un moment, bon, ils n'étaient pas allés très loin, hein, mais ça, ce que je veux dire, c'est des choses qui fonctionnent. Merci. Nicolas, est-ce que tu as quelque chose à dire sur oui, dans le temps? Ça, je peux en parler un petit peu. Du voyage dans le temps. Et du voyage dans le temps avec les aides de lumière. Non, tout seul. À travers les différentes explorations qu'on fait avec Sylvie et Claude Charles, les explorations actuelles se portent sur justement la vision dans le temps et la sortie hors du corps dans le temps et dans l'espace. Donc j'essaie de ne pas me projeter trop loin parce que toujours cette idée d'y aller tranquillement et puis de ne pas trop forcer. Et puis surtout parce que si je veux trop quelque chose...
si je veux trop quelque chose, ben, ça se passe pas. Mais oui, j'ai pu. Il y a une vidéo d'ailleurs sur YouTube comme ça où il y a un journaliste qui m'a demandé de voir dans le temps son trajet en train et de lui dire ce qui allait se passer. Et donc, ben, j'ai fait une vision à distance dans le temps et j'ai pu le suivre à travers son voyage et puis donner quelques éléments qui me venaient. Mais c'est encore très approximatif dans le sens où bah, je suis au début de cette exploration-là. Donc voilà, j'y vais mollo et puis pour moi c'est totalement faisable au niveau de la conscience. Au niveau de la matière, ça ne me paraît pas impossible non plus. C'est peut-être simplement le côté énergétique de l'affaire qui peut poser un problème, disons, avec les technologies que nous avons actuellement, ça me paraît un petit peu compliqué, mais effectivement avec des technologies, on va dire, plus exotiques, comme par exemple les lignes électromagnétiques ou d'autres choses, je ne sais pas quoi, on pourrait peut-être y arriver, ou pourquoi pas s'imaginer utiliser la capacité de la conscience pour pouvoir dématérialiser une matière à un temps et à un moment donné, à un endroit donné, pour la rematérialiser à un temps et un espace donné. Moi, ça ne me paraît absolument pas impossible et j'espère vraiment pouvoir développer la téléportation, un de ces quatre, comme ça au moins je pourrais venir plus facilement ici dans le sud. Alors, bon, on les aura toutes traitées, les pyramides, on oublie. Qu'est-ce que je peux dire? Que je remercie évidemment nos trois conférenciers. On peut les applaudir. Je remercie aussi toute l'équipe qui m'entoure, Emmanuel qui est là, Rémi là-haut, Dominique, Laurence. On ne les voit pas, mais quand on fait le festival comme ça, on n'est jamais tout seul. De toute façon, tout seul, on n'avance pas. Hein. Alors je les remercie chaleureusement parce que c'est vraiment important. Après, évidemment, je remercie l'équipe technique du complexe Oméga, là où on est, parce qu'ils sont là, ils en font plus que d'habitude pour nous. La municipalité qui nous accueille, elle nous a bien accueillis, la municipalité, plutôt bien. Et puis nos sponsors qui sont là aussi. Toutes ces personnes permettent de proposer ce festival à 15 €. Donc je ne vais pas revenir sur le prix réel d'un tel festival, mais aujourd'hui c'est grâce à eux où on peut avoir cet échange à un prix tout à fait symbolique, on va dire, pour garder l'esprit d'Hermetica. Donc je les remercie à tous. On a aussi des partenaires maintenant au niveau d'autres secteurs. Donc Jocelyn avec Najib. On a Najib. Alors Najib, tu peux présenter vite fait le festival pour... J'en ai parlé juste avant, ouais. En fait. Donc c'est le Vertical Project Media qui organise des colloques, des événements, des ateliers sur Lyon. Et j'ai donné le code. Tu as donné ? Ouais, j'ai donné le code promo Hermetica là, pour avoir une remise sur le colloque. Voilà, 15 € de remise, il y a 40 remises et c'est 15 € et vous tapez dans le code promo Hermetica avec un H majuscule et vous aurez accès à cette réduction. On a le même ADN, en fait, donc c'est un super festival, c'est un peu loin, mais comme il y en a qui sont prêts à se déplacer ou faire... ouais, c'est pas loin, c'est super Lyon. On y mange très bien. Donc merci à tous. N'hésitez pas à poster des choses sur les groupes Facebook, à parler de nous, à construire la collectivité, la communauté et à l'année prochaine.